Alors, je ne sais pas qui a eu l'idée de parler de financement de start-up avant de bouffer. C'est pas moi. Mais j'espère vous intéresser avec le sujet qu'on va aborder maintenant. Je me présente rapidement. Je suis l'auteur d'un blog L'Opinion Libre, entre autres choses. Mais dans la vraie vie, j'ai un vrai métier. Je suis consultant autour des médias numériques et donc je travaille beaucoup dans les métiers de l'image. Donc je travaille avec des grandes boîtes ou des industriels ou des start-up dans les métiers qui tournent autour de l'image. Ça veut dire quoi? La télévision numérique, la vidéo, la photo numérique, les médias en ligne. Et je travaille aussi bien avec des investisseurs qui financent des start-up qu'avec certaines start-up en direct et avec des grandes boîtes, opérateurs télécoms, grands médias, chaînes télé et autres. Et il se trouve que j'ai dans ce blog deux types de contenus qui sont publiés. Des contenus qui touchent au métier de l'image, d'un côté, et d'un autre, des contenus qui touchent au métier de l'entrepreneur, à l'activité d'entrepreneur. Et je publie notamment un guide qui est connu de certains d'entre vous, mais pas tous. Donc ceux qui ne connaissent pas prennent des notes. Donc ce guide de l'accompagnement des startups high-tech en France, tous les mots qui sont dedans ont une importance, même si c'est un petit peu long. C'est une sorte d'outil que j'ai créé il y a 5 ans maintenant, où j'ai intégré l'ensemble d'une sorte de savoir collectif sur la création d'entreprises en France, dans le numérique. Et ça couvre aussi bien des problématiques classiques de création d'équipes, de marketing, de propriété intellectuelle, enfin, tous les sujets qu'on peut se poser, même le juridique, le technique, l'organisation des équipes. Et évidemment, ça couvre l'aspect écosystème et l'aspect financement des startups. Ce guide fait 174 pages dans la dernière édition qui date de septembre. Et je suis en train de préparer la prochaine édition que je vais sortir à la fin du mois. C'est gratuit, c'est un PDF téléchargeable sur mon site. Et je fais ça de manière assez désintéressée parce que je vends quasiment pas de services aux startups. Je fais quelques expertises dans l'année pour des fonds d'investissement, des investisseurs qui accompagnent les startups. Mais je ne fais pas ça pour vous vendre quelque chose. C'est plutôt pour partager collectivement un savoir. Et d'ailleurs, j'ai pas mal de contributions externes maintenant dans le document qui permettent justement de mutualiser la compétence qui s'enrichit de jour en jour autour de la création d'entreprises en France. Alors, on m'a demandé de vous parler de financement. C'est un des sujets abordés dans ce guide. Et d'ailleurs, je ne suis pas leveur de fonds, je ne suis pas un spécialiste non plus du sujet. Mais à force de grenouiller dans le monde des startups et des investisseurs, je commence à comprendre un petit peu comment ça fonctionne. D'ailleurs, on peut comprendre comment ça fonctionne, mais ça change tous les ans. Ce n'est pas un monde très stable, le monde du financement, et vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Alors, qui peut vous aider d'une manière générale dans le financement d'une start-up? Il y a plein d'acteurs, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Il faut savoir qu'il y a en gros des financeurs privés. Le classique, c'est les business angels et puis les fonds de capital risque. Il y a beaucoup de structures dont on parlera tout à l'heure, qui sont des structures qui peuvent vous aider à obtenir des financements publics, directs, indirects, sous forme de subventions ou de prêts ou d'avances remboursables. Et puis parfois, il y a aussi des industriels, des sociétés comme des éditeurs logiciels, des constructeurs, des opérateurs télécoms, qui ont des structures d'accompagnement des startups qui fournissent plus ou moins du financement, de l'accompagnement, des avantages en nature pour les startups qui travaillent sur leur technologie ou leur plateforme. Alors, j'ai essayé de simplifier les choses avec ce schéma-là, qui s'imprime en format A0 normalement pour être visible, mais qui est imprimé en A4, qui est disponible en A4 dans le guide de l'entrepreneuriat, mais que je vous permets de télécharger en PDF, qui permet d'imprimer à toutes les tailles. En fait, j'ai essayé de mettre dans un seul schéma tout le circuit, un peu le parcours du combattant du jeune entrepreneur qui veut financer sa boîte. Et je vais vous le présenter après de manière détaillée, parce que je ne peux pas vous faire lire ça, c'est un peu compliqué. Mais les gens qui l'ont lu ont dit c'est très bien, j'ai tout compris. Bon. Et effectivement, il faut lire les petites notes qui expliquent à chaque étape à quoi ça sert et comment ça fonctionne. En fait, la structure de ce schéma-là, elle est venue d'une idée qui était de se dire il y a finalement 4 types de financement pour une start-up qu'on retrouve dans le schéma d'avant. On a d'abord ce que j'appelle les financements non dilutifs. Vous avez idée de ce que ça veut dire dilutif? Voilà. Ce qui est dilutif, c'est ce qui réduit vos parts dans une société, quel que soit son statut, et qui constitue une revente en appartement finalement de notre société à des financeurs externes. Il se trouve qu'il y a tout un pan de financement, notamment autour du secteur public, qui permet d'obtenir des moyens de financer son entreprise, sous forme de prêts, d'avances, de subventions, et qui évite de donner du capital à des tiers. Il y a aussi les banques qui prêtent de l'argent. C'est pas sans risque, on en parlera tout à l'heure, mais cette partie du financement de la start-up, elle a ces deux caractéristiques. Un, c'est pas dilutif.
Elle en a une seconde, c'est que c'est en général la première à laquelle on va faire appel. Et il y a une raison fondamentale à cela, c'est que plus on peut faire appel à des financements non dilutifs quand on crée sa société, plus on va pouvoir créer de la valeur dans la société, en embauchant, en créant le produit, en trouvant les premiers clients, en les déployant. Et toute cette valeur qui va être créée va augmenter la valeur marchande de votre société. Et c'est ça qui fait qu'une fois que vous aurez atteint une valeur suffisante, je vais pas vous donner un chiffre précis, vous allez pouvoir passer à l'étape suivante, business angel, fonds d'investissement, capital risque, etc., qui là va donner lieu à une vente en appartement de votre société. Mais comme le point de départ sera une valeur plus élevée de votre société, vous risquez d'être moins dilué, c'est-à-dire vous risquez d'avoir à vendre moins d'étages de votre maison pour obtenir du capital, parce que vous aurez créé de la valeur dans votre entreprise. Donc, première étape, c'est créer de la valeur avec du financement non dilutif. Deuxième étape, continuer à créer de la valeur avec du financement non dilutif, mais cette fois-ci en ne diluant pas trop, contrairement à ce qui pourrait se passer si vous cherchez de l'argent tout de suite. Genre, vous sortez d'ici, là, demain soir, vous avez une géniale idée, vous avez 4 personnes, 5 ou 6 qui restent dans le projet, et vous allez voir les investisseurs. Le mec, il va vous dire, oui, mais ok, je veux bien mettre 100 000 €, mais je veux 50% de la boîte. Vous dites, ah bah non, 50, pas du tout. Il va dire, oui, mais ta boîte, elle vaut rien. Tu as juste une idée, tu as bossé 2 jours. Et tu as 4 mecs, on n'est même pas sûr qu'ils vont rester dans la boîte. Donc la valeur de la boîte, elle est pauvre à cette étape-là du projet. Par contre, tu obtiens une aide, vous obtenez une aide publique, on verra tout à l'heure la liste, et dans 6 mois, vous avez créé le produit, il tourne, il est en ligne, vous avez des premiers clients à qui vous avez vendu ce que vous avez à vendre, avec des gens qui payent quelque chose. C'est pas toujours facile de le faire en 6 mois d'ailleurs, mais bon. Donc vous avez montré que vous avez quelque chose. Votre équipe, elle est là, elle est solide, elle est pérenne, vous avez même des gens qui vous accompagnent, des advisors, enfin des gens externes, des entrepreneurs de la région qui sont vos mentors. Donc tout ça, ça constitue un capital, matériel et immatériel, pour la société, et qui vous permet de lever de l'argent dans les étapes suivantes, avec une vraie valeur. Donc une boîte qui a 6 à 12 mois d'existence et qui a un produit qui a des clients, au lieu de valoir 200 000 €, elle vaut peut-être 800 000, 1 million, ça dépend des secteurs d'activité, ça dépend de tout un tas de paramètres économiques. Et là, vous êtes moins à point que vous allez voir les gens qui peuvent vous financer. Alors après, il y a tout ce qui vient aussi du secteur public que j'ai coupé en 2 parties. Il y a d'un côté ce que j'appelle la réduction des coûts, et de l'autre côté plutôt la réduction des charges. C'est pas la même chose. La réduction des coûts, c'est ce qui va vous permettre, en gros, de manière spécifique, de baisser vos coûts d'appel à des prestataires externes, on verra la liste tout à l'heure. Ça peut être par exemple des cas très particuliers où des structures publiques vous aident à financer vos recherches de brevets, recherches d'antériorité ou dépôt de brevets. Ça coûte cher au début pour une boîte, il y a des gens qui vous aident. Alors, pourquoi c'est une réduction des coûts? C'est qu'on vous dit, si vous investissez avec les moyens que vous avez 10 pour faire ça, la région ou tel organisme vous reverse 5, souvent. En général, il finance la moitié. Il peut y avoir des cas de figure où on vous paye même plus que la moitié. C'est une réduction de vos coûts d'investissement, souvent sur des prestataires de services. Et puis après, il y a la réduction de charges et d'impôts, et même si ça bouge tous les jours avec les lois de finances, il y a pas mal de dispositifs qui existent, que ce soit le crédit impôt recherche ou le statut de jeune entreprise innovante, qui permet de réduire les charges sociales, donc ce qu'on paye à l'URSSAF, les charges patronales en général, et puis réduire aussi les impôts pour les sociétés. Ça, c'est moins intéressant pour les boîtes qui démarrent, parce que les boîtes qui démarrent qui payent des impôts, ça ne court pas les rues. Parce que les boîtes qui démarrent qui payent des impôts, c'est les boîtes qui sont profitables. Donc on est rarement profitable les premières années de son activité. Alors je rentre dans le détail. Qui peut vous apporter de l'argent non dilutif? Alors, il se trouve que beaucoup d'entre vous ici, êtes étudiants ou venez à peine de démarrer dans la vie professionnelle, vous n'êtes pas concernés a priori par la première ligne. Mais ceux d'entre vous qui seraient des gens qui ont quitté une société, qui parfois ils ont quitté après une transaction, peuvent être au chômage. Et donc, les ACDIC, il faut savoir que les ACDIC ont un régime un peu particulier pour le créateur d'entreprise, à savoir qu'elles vous payent en fait le chômage un peu plus longtemps que si vous étiez au chômage normalement, et jusqu'à ce que vous ayez créé votre boîte et au bout d'un certain délai. Je ne connais pas trop les détails. Le contraire, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le créateur a 15 mois, il cherche un emploi 23. Ça. Oui, bah c'est ça. Oui. J'ai l'impression que ils apportent en créateur la moitié des allocations que le chercheur d'emploi, alors je crois que c'est celui qui cherche. Non, mais c'est le créateur qui était un chercheur d'emploi en fait. Ouais. Mais il donne, les ACDIC, c'est la moitié des montants des allocations restantes en fait. Voilà. Donc ça fait pas plus. Ça dure plus longtemps. Et il y a un cas particulier, et a priori je ne vois personne dans la salle qui est concerné, c'est que si vous avez plus de 50 ans, vous avez une extension de cette couverture. Donc les créateurs d'entreprises qui ont plus de 50 ans ont un bénéfice qui est supérieur à ceux qui ont moins de 50 ans. Et ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont jeunes, qui sortent de l'école, eux, ils ont zéro, parce qu'il n'y a pas d'ACDIC pour l'étudiant qui démarre. Il y a évidemment l'apport des fondateurs.
On peut associer aussi ça au love money, donc c'est votre argent de poche, hein, c'est travail dans les JE, le bar la nuit, etc. Ça peut être les parents des fois qui abondent l'investissement des enfants qui créent une entreprise. C'est souvent le friends and family, comme on dit. C'est votre entourage immédiat d'amis qui peuvent rentrer dans la société. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure, d'ailleurs, dans le cas du love money. Si c'est les parents qui vous prêtent de l'argent, en fait, c'est un prêt tout simple privé entre personnes et même famille, et les parents sont pas forcément dans le capital. Il peut y avoir des cas de figure où les amis et la famille sont dans le capital, structurellement, dans les pactes d'actionnaires de la société. Il y a toutes les formes sont possibles à ce niveau-là. Le quatrième, qui est assez intéressant, et d'autant plus que je suis actif dans une des associations qui propose ce genre de solution, c'est ce qu'on appelle le prêt d'honneur. En France, il y a essentiellement deux grands réseaux d'assistance, d'accompagnement d'entrepreneuriat qui font ça. C'est d'un côté le réseau Entreprendre, qui a été créé à l'origine par les frères Mullier dans le Nord, et puis il y a un deuxième réseau qui s'appelle France Initiative. Ces deux réseaux sont en fait des réseaux d'associations à l'échelle, qui sont partout dans toutes les régions à l'échelle nationale, il y en a des dizaines, voire des centaines, et qui aident de manière plus ou moins spécialisée selon les endroits, selon les associations et selon les régions, des entrepreneurs, des chômeurs, après des entreprises. Ce sont des associations qui ont pour mission de coacher avec des entrepreneurs ayant réussi, dans tous les secteurs d'activité, des gens qui veulent créer une entreprise, chômeurs ou pas chômeurs. Et ces associations, en général, sont cofinancées par un bric-à-brac qui associe la Caisse des dépôts, les régions en général, les conseils régionaux, voire les conseils généraux, donc départements ou régions, et éventuellement quelques banques mutualistes, Crédit Agricole, Banque Corp, etc., qui abondent donc les capacités de prêt de ces organisations. Alors, ces associations font ce qu'on appelle donc des prêts d'honneur. Ce sont des prêts à des individus qui créent une entreprise, donc on ne prête pas d'argent à la boîte, on prête à l'individu ou aux individus qui la créent. Et ce sont des prêts qui sont beaucoup moins risqués pour l'entrepreneur que les prêts de banque, notamment ce qu'on appelle le PCE, le prêt de création d'entreprise. Pourquoi c'est moins risqué? Parce qu'en fait, vous n'avez pas les mêmes garanties. Vous n'avez pas les mêmes cautions. Par exemple, une association de ces réseaux-là qui va vous prêter 20 000 euros par entrepreneur, et c'est plafonné à 60 000 euros pour un équipement de 3 personnes, par exemple, ou 4, donc 4 x 15 ou 3 x 20, elle ne va pas vous demander des cautions sur votre maison, que vous avez une maison, ou sur votre patrimoine personnel, ou une caution à vos parents. Contrairement aux banques, qui demandent des cautions, parfois même au-delà de ce que la loi ou ce que les conventions avec Oseo réclament. Normalement, chez Oseo, on vous dit que quand Oseo garantit les prêts, la banque n'a pas le droit de cautionner plus de la moitié du prêt que vous faites. La réalité, c'est dans plein d'endroits en France, il y en a qui seront cautionnés à 100%, voire 130%. Et il y a même des entrepreneurs qui ont créé des associations pour dénoncer ce phénomène-là. Il se trouve que comme je connais la directrice d'Oseo Innovation, je l'ai envoyé un mail en disant « t'es au courant ?» Et j'attends la réponse officielle d'Oseo sur cette histoire de fou. Mais il faut savoir que la caution, c'est un sujet assez délicat quand on se fait prêter de l'argent par les banques. Donc les prêts d'honneur, c'est plutôt intéressant. Alors les associations qui font des prêts d'honneur, elles ont un autre avantage, c'est que très souvent, elles ne vous prêtent pas que de l'argent. En général, il y a un expert qui va auditer votre dossier, alors selon les endroits, selon les assos. Et normalement, ils ont la capacité de vous proposer des coachs, qui sont des entrepreneurs, qui vont pouvoir vous aider dans la vie de votre entreprise. Et on a vraiment toujours besoin d'être accompagné. On n'a pas besoin que d'argent dans la vie, on a besoin d'être accompagné. Un entrepreneur doit s'entourer de gens qui ont de l'expérience, savoir les écouter, savoir ne pas les écouter quand ils se trompent, parce qu'ils se trompent aussi. Tu me poses une question derrière. Est-ce que c'est caution après bancaire? Première question. Et deuxième question, on peut lever combien avec le type de prêt? Le prêt d'honneur? Ouais. Je viens de le dire, c'était 60 000 euros en général le plafond. C'est conditionné par des règles qui viennent des conseils régionaux, qui sont les principaux bailleurs de fonds de ces associations. Et donc ça limite à 60 000 euros le prêt par société créée. Et c'est en général plafonné à 20 000 euros par entrepreneur, par associé de la société. Alors, moi je suis dans mon activité quotidienne dans une association qui est en Ile-de-France, qui s'appelle Scientico l'Initiative, et qui prête en fait, qui fait ce genre de prêt à 80 entrepreneurs par an. Et donc je suis dans le comité de sélection, j'expertise une dizaine de projets par an dans cette association. Et il en existe d'autres après dans les régions, selon ce qui s'y passe en fait. Je ne connais pas le détail de ce qui se passe ici. Alors après, il y a Oseo qui fait des avances remboursables. Là, on ne passe pas par la banque, c'est Oseo qui prête de l'argent en général à taux zéro, et vous le remboursez avec un calendrier. Le prêt d'honneur aussi, il faut le rembourser d'ailleurs. Et vous le remboursez de manière étalée dans le temps.
et le risque est relativement mitigé, puisque c'est Oseo qui vous prête de l'argent. Là où c'est plus délicat, c'est quand c'est la banque qui vous prête de l'argent, notamment dans le cadre du PCE, et qui vous demande ces cautions dont je parlais tout à l'heure. Alors il y a d'autres moyens d'y arriver. Il y a le concours national entreprises innovantes. Il y a à peu près 170 gagnants tous les ans. Multisecteur, hein, donc nous sommes dans le numérique ici, donc c'est je crois à peu près un quart des gagnants. Donc ça veut dire qu'à l'échelle nationale, il y a environ 30-40 gagnants dans le numérique, ce qui n'est pas monstrueux en termes de taille. Et selon qu'on ait une entreprise en tout début de création, ou qu'on ait une entreprise qui a déjà été créée au bout d'un an à peu près, on va pouvoir bénéficier d'une subvention de l'ordre de 30 à 40 000 euros dans le deuxième cas, ou de l'ordre de 400 000 euros dans l'autre cas, quand on est plus mature. À ceci près que pour récupérer cette subvention, comme d'ailleurs pour avoir des prêts aux EO, il faut avoir l'équivalent déjà en fonds propres. Il faut déjà avoir levé de l'argent, soit chez des privés, soit en prêt d'honneur, soit avec le love money. Et en fait, tout ce qui vient des aides publiques abonde de l'argent privé qui est déjà là. Ils ne vont pas vous donner une subvention comme ça directement. Donc si vous voulez, par exemple, supposons que vous gagnez cette année, pour ceux qui ont candidaté en janvier dernier, vous gagnez les 400 000 euros du concours national de l'entreprise innovante, eh bien il faudrait que vous ayez déjà 400 000 euros, ou en tout cas une première tranche de 100 et quelques mille euros de levée, pour récupérer la première tranche, puisqu'il vous le donne en tranche, je ne sais plus, c'est 150 000 la première tranche, et il faut déjà avoir 150 000 euros. Puis après, vous trouvez des business angels qui vous financent, et là, ça pourrait d'obtenir de l'argent qui permet d'obtenir la deuxième tranche qui est libérée avant plus tard. Donc c'est des mécanismes pas évidents. Et puis il y a les deux derniers, qui sont tout ce qui tourne autour des pôles de compétitivité. Il y a aussi l'Agence nationale de recherche, il y a les aides européennes. J'ai un avis assez défavorable sur ce genre de sujet, mais je vais vous dire ce que c'est quand même. Ce sont en fait des moyens aussi d'obtenir des aides, des subventions ou des prêts, mais qui nécessitent pour une entreprise de rentrer dans un projet qu'on appelle un projet collaboratif, et plutôt orienté recherche. Donc, ça veut dire que vous allez trouver une autre PME dans votre secteur d'activité, un laboratoire de recherche ou une école d'ingénieurs dans le coin, et éventuellement une grande entreprise dans les télécoms, ici par exemple, qui a envie de mutualiser, qui ont envie de mutualiser des travaux de recherche, qui vont donc mettre du temps ingénieur et du temps chercheur sur un projet, et grâce à ça, vous allez obtenir des subventions qui vont être étalées sur les différents membres de ce projet. C'est un peu usine à gaz en général, et la caractéristique de ces usines à gaz-là, c'est qu'elles ne sont pas forcément très orientées sur le marché ou les produits qu'on va vendre tout de suite, parce que c'est censé être assez orienté vers la recherche. Mais il y a des cas de figure qui fonctionnent bien, selon les pôles de compétitivité, ou quelques associations bien senties de sociétés qui sont à peu près alignées sur la manière d'aborder le marché, pas une qui est très en amont, très recherche fondamentale, et l'autre très pratique. Quand il y a un bon alignement par rapport au cycle de vente et par rapport à la façon d'aborder le marché, ça peut fonctionner. Mais ça peut être aussi une énorme perte de temps. Donc c'est un choix qui n'est pas trivial. Tu voulais faire une remarque? Ouais. Est-ce que ces donateurs imposent comme condition d'embaucher des gens en France? Ou est-ce que c'est vraiment très dur d'avoir ces financements? Tu parles de quel donateur là? À peu près tout. Enfin... À peu près tout? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Dans la plupart des cas, notamment dans le cas du crédit impôt recherche ou dans le cas du JEI qu'on verra tout à l'heure, les critères sont plutôt des critères européens. C'est d'ailleurs... ça fait jaser quelques personnes. Tu peux très bien bénéficier d'un grand nombre des aides ici si tu as des développeurs en Roumanie. Donc tu as R&D en Roumanie, en nearshore, on va dire, une sorte d'offshore, mais eh bien, elle va pouvoir rentrer dans les critères pour le CIR et pour le statut JEI. Pour ce qui est d'un pôle de compétitivité, c'est possible aussi, éventuellement. Alors les pôles, non, sont plutôt locaux. En général, c'est des pôles régionaux, alors c'est Image et Réseau, c'est à Paris Systématique et Cap Digital. Etc., etc. Donc en général, il faut quand même être une entreprise de la région. Donc les pôles de compétitivité ont un critère géographique, mais une grande partie des aides plutôt génériques nationales, elles sont soumises à la législation européenne, donc elles s'appliquent à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Maintenant au dilutif, parce que je ne vais peut-être pas vous tenir la jambe 3 heures. Le dilutif, il y a pas mal d'acteurs différents. On dit souvent il y a les business angels et les VC. C'est un petit peu plus nuancé que ça. Il y a une gradation entre les deux avec pas mal de structures. Alors qu'est-ce que c'est qu'un business angel? Un business angel, en général, c'est ou un cadre qui a réussi, qui a gagné bien sa vie et qui a un patrimoine, ou un entrepreneur qui a réussi et qui a vendu sa société et qui aussi a un patrimoine en cash disponible, et qui souhaite investir dans une société. Alors, un bon business angel, qu'est-ce que c'est? Un bon business angel, c'est pas simplement quelqu'un qui veut gagner de l'argent, en général. Un bon business angel, c'est quelqu'un qui veut effectivement, dans la mesure du possible, ne pas perdre d'argent,
faire fructifier son capital, mais c'est normalement quelqu'un qui, par certains côtés, se ressent une forme de dette vis-à-vis de la société. Il a réussi, peut-être parce qu'il avait une bonne formation au départ, il a eu de la chance, etc. Et donc, mentalement, un entrepreneur qui devient business angel, c'est quelqu'un qui se dit bah, maintenant, je vais aider les autres à réussir. Et donc, il y a un peu d'altruisme dans la démarche d'un bon business angel. Le mauvais business angel, c'est juste le gars qui a vendu sa pharmacie et qui veut faire fructifier son portefeuille, mais alors qu'il n'y a rien à nous apporter, qui n'est pas dans votre secteur d'activité, et qui fait ça juste pour gagner de l'argent, parce qu'il pense que c'est la rue vers l'or. Il faut savoir, business angel, c'est pas un métier très profitable, globalement. C'est pas une activité très profitable. Pour être un business angel qui gagne de l'argent, par son investissement, il faut investir dans un grand nombre de sociétés. Parce que comme le taux d'échec est élevé, pour gagner de l'argent, il faut au moins avoir investi dans une quinzaine de projets, et en plus d'avoir été très sélectif dans le choix des projets. Et si vous êtes business angel en région, où que ce soit, ou même à Paris, vous prenez 15 projets au hasard, vous allez vous planter en général. Alors je connais un business angel qui gagne de l'argent en France, il s'appelle Xavier Niel. C'est le fondateur de Free. Il se trouve qu'il finance 150 projets par an. Il a créé un fonds pour ça qui s'appelle Kima Ventures, qui est géré par un certain Jérémy Bérémy. Et effectivement, sur les 150 projets, il y en a de temps en temps qui deviennent le jackpot. Il a investi dans 10 heures, par exemple, qui, même si ça n'a pas été introduit en bourse, a bénéficié d'augmentation de capital, France Télécom a investi dedans, etc. Et donc, il y a eu, France Télécom, je confonds avec Dailymotion. C'est Orange. Non, Orange, Les deux. Oui, Les deux. Et Dailymotion. C'est Orange. Et donc, l'augmentation de capital qui a été faite avec des investissements externes a augmenté la valeur de la boîte et donc la valeur théorique de ce que Xavier Niel a dedans. Et donc, comme lui, il investit dans 150 projets par an et qu'il est assez bien introduit sur le marché, bon, ils arrivent à sélectionner des projets pas trop mal, le risque est mitigé sur un grand nombre de projets, et il gagne de l'argent. Et la moyenne des business angels ne gagne pas d'argent. C'est pour ça que la motivation d'un business angel qui investirait dans le projet, il faut vérifier que ce n'est pas que pour gagner de l'argent, parce que sinon, il va être déçu. Alors que si c'est pour vous aider, vous petits jeunes qui démarrez un projet, vous aider à réussir, vous faire bénéficier de son réseau personnel, de l'entre-gens qu'il a et de son expérience personnelle, là, vous avez un bon business angel sous la main, il va pouvoir vous aider. Bon, il faut évidemment il y ait un fit personnel avec lui pour que ça se passe bien. Alors, il y a certains business angels qui, malgré ce que je viens de vous dire, ont tendance à vouloir mutualiser leurs risques. Alors, comment ils font pour mutualiser les risques? Eh bien, en fait, ils se mettent dans des fonds. Alors, il y a toute une panoplie de fonds. Il y a les fonds ISF, les holdings ISF, les holdings animatrices ISF. Il y a toutes sortes de fonds, les fonds d'entrepreneurs, dont Kima, que je viens de citer avec Xavier Niel. Et ces fonds, en fait, permettent à des business angels de se mettre ensemble, d'investir une certaine somme dans un fonds qui lui-même va investir dans les sociétés. Alors, très souvent, les gens qui sont dans ce mode-là, je parle bien des fonds ISF qui sont ici, ils vont avoir une optique plus financière qu'une optique entrepreneuriale. Parce qu'ils réduisent le risque, mais ils se cachent derrière une structure, en fait, qui va gérer le fonds et gérer les sociétés. Ils peuvent éventuellement s'impliquer quand même directement dans les projets, mais ils vont le faire pour des raisons plutôt fiscales. Alors, il y a un petit problème, c'est que ces fonds ISF qui ont champignonné depuis 2007, depuis la loi TEPA 2007, qui crée des exonérations fiscales pour les redevables de l'ISF, etc. Eh bien, ces exonérations ont été sacrément coupées dans la loi de finances 2011, et elles ne pourront plus passer par des structures intermédiaires. Pour des raisons, je vous passe les détails, mais il ne pourra plus y avoir sur cette année, et je ne sais même pas ce qui se passera l'année suivante, il ne pourra plus y avoir de déduction fiscale pour une structure intermédiaire, type fonds ISF, holding ISF, ou holding animatrice ISF. Donc ça va couper un petit peu les vivres sur une partie des canaux de financement des startups, pas tous, le business angel qui investit en direct, ça pourra fonctionner, mais ça change un petit peu la donne. Family office, ça peut être intéressant, alors on en trouve plus à Paris, mais on en trouve aussi en région. Un family office, c'est une forme particulière de business angel. Un family office, en fait, c'est en gros la famille Mullier, c'est l'entrepreneur qui a créé une chaîne de distribution de n'importe quoi, de chaussures, de vêtements, tout ce que vous voulez, Alain Flelou. Tous ces gens-là qui ont gagné de l'argent parce qu'ils ont créé une grande franchise, parce qu'ils ont créé un patrimoine important. Ils ont souvent des enfants, ils ont souvent géré leur patrimoine avec des donations. Donc il y a tout un ensemble de membres de la famille qui possèdent des parts dans une société ou plusieurs sociétés. Et ces gens-là, en fait, ils créent une sorte de structure d'investissement qui est commune à la famille et qui va aider des entrepreneurs et investir chez des entrepreneurs. Et il y en a certains, notamment d'ailleurs la famille Mullier, il y en a certains qui le font, pas uniquement dans une logique financière, et aussi pour aider les jeunes entrepreneurs, parce qu'ils ont envie
rendre quelque chose à la société. Et ces gens-là sont intéressants. Alors, il n'y a pas d'annuaire des familles office, je suis désolé. En général, il suffit de prendre les enquêtes qui existent de temps en temps dans les revues économiques, regarder qui a un patrimoine élevé dans telle région, et vous retrouvez les grands entrepreneurs qui ont gagné de l'argent, ils ont souvent un family office derrière, ou ils sont business angels directement, par ailleurs. Après, il y a les fonds d'amorçage. Les fonds d'amorçage, c'est une variante des capital risqueurs. Alors, les capital risqueurs, je pense que ceux qui sont ici ne vont pas y faire appel tout de suite. Hein. Un capital risqueur, on y fait appel au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, quand déjà on a les business angels, qu'on a créé la valeur de la société, on a commencé à faire du chiffre d'affaires. Là, on peut commencer à aller voir les business angels qui vont mettre des tickets de 3 millions d'euros sur des valorisations de 6 à 7. Donc on est quand même sur des boîtes qui ont déjà une certaine taille. Mais il faut savoir qu'il existe des fonds d'amorçage. Alors pourquoi les fonds d'amorçage sont intéressants? Parce qu'en fait, les capitaux risqueurs, ils ont des gens qui sont des salariés en fait, c'est des partenaires, ils vivent avec un pourcentage des fonds investis, qui ont entre 2 et 3% en moyenne. Et pour vivre de 2 ou 3% d'un fonds investi, il faut que le fonds ait une certaine taille. Et il ne faut pas passer son temps à investir dans des dizaines de projets. Donc un capital risqueur moyen, il investit sur 2 projets par an. Un individu, ils sont 4 ou 5, 6, 7, ils investissent chacun dans 1 ou 2 projets, et mécaniquement, la structure de coût et de financement d'une structure de capital risque fait qu'ils ne peuvent pas investir sur des petits tickets. Ils peuvent investir que sur des tickets relativement significatifs. Peut-être le premier va être autour d'1 million dans certains cas, et puis après des tickets plus gros, 2, 3 millions, voire plus, pour ceux qui ont des très gros moyens. Alors les fonds d'amorçage, ils ont cette caractéristique d'être aussi des sociétés de capital risque, mais ils sont très souvent issus de collectivités locales. Dans toutes les régions, il y a souvent des fonds d'amorçage qui investissent des tickets qui sont plutôt de l'ordre de 150 000, 200 000, 300 000, voire un peu plus, euros, dans les sociétés, avec des règles de fonctionnement qui sont à peu près similaires à celles du capital risque, qui cherchent évidemment à retrouver leur mise au bout d'un certain temps. Ils vont négocier sur la valorisation de la boîte aussi, comme tout le monde. Mais leurs frais de fonctionnement en général sont payés par la puissance publique. Et comme ils sont payés par la puissance publique, ils peuvent se permettre de passer du temps sur des petits projets à 300 000 euros plutôt que sur des projets à 3 millions. Donc leur logique économique n'est pas la même. C'est pour ça qu'ils sont intéressants. Et ils prennent plus de risques a priori que les capitaux risqueurs. Donc c'est une structure de financement qu'il faut connaître. Je connais j'ai plein de copains, plein de jeunes entrepreneurs qui ont été financés par, alors c'est plutôt ceux que je connais en région parisienne, des Cap Décisives, des Île-de-France Capital, etc., qui ont investi des quelques centaines de milliers d'euros dans leurs projets avant de pouvoir faire appel à des sociétés de capital. C'est bon? Tout le monde suit? On en est au début, là, par rapport au projet que vous êtes en train de faire. Alors après, la réduction des coûts. Alors, première réduction des coûts, c'est les incubateurs et les pépinières. Il y en a un peu partout maintenant. Les incubateurs et les pépinières, c'est des structures d'accueil physiques, qui ressemblent un peu à ça d'ailleurs ici, où il y a des bureaux, il y a des permanents, des locaux qui ont un loyer modéré. C'est le HLM de la start-up, en fait, la pépinière ou l'incubateur. C'est l'habitation à loyer modéré de la start-up. Et normalement, un incubateur comme une pépinière, elle a comme caractéristique de vous fournir des locaux où il y a plusieurs entreprises qui sont là, donc l'utilisation du savoir-faire. Il y a des permanents qui sont censés vous accompagner pour trouver des partenaires, des clients, du financement, qui vont vous aiguiller dans les méandres de l'écosystème de l'innovation dans votre région ou en France. Et donc, il y a un accompagnement qui n'est pas qu'un accompagnement sous forme de loyer modéré. Alors, la différence entre un incubateur et une pépinière, c'est simple, c'est qu'une pépinière, c'est un peu comme dans la botanique. Hein. La pépinière, c'est vraiment au début de la boîte, quand on crée la boîte. En gros, ça dure 1 an. Et une fois qu'on a créé la boîte et que ça y est, on a embauché des gens, qu'on commence à avoir un produit, on passe à l'étape... Non, je me suis trompé. C'est incubateur d'abord et la pépinière après. Donc on est d'abord dans l'incubateur et après on passe dans la pépinière. Et dans les villes riches, on a carrément des fois des hôtels d'entreprise où l'entreprise mature peut encore passer en étape 3. Bon. C'est très intéressant de le faire, mais il faut s'assurer quand on candidate, parce qu'il y a des candidats, il n'y a pas beaucoup d'élus, forcément, pour entrer dans les pépinières et les incubateurs, il faut regarder quelles sont les boîtes qui y sont. Parce qu'effectivement, si vous vous rendez compte que dans un incubateur ou une pépinière donnée, il y a des entreprises qui sont voisines de votre secteur, et il y a peut-être par exemple des partenaires potentiels, parce que l'union fait la force même chez les startups, eh bien c'est extrêmement intéressant d'être dans ces structures-là. Parce que vous allez les avoir à côté de vous. Ils vont élargir votre réseau. Donc ça permet d'éviter d'être isolé dans la campagne, quelque part, où on connaît personne, où il n'y a personne autour de vous. Même si par Internet, on peut rencontrer plein de gens dans les réseaux sociaux, par ailleurs. Donc c'est très intéressant de faire ça. Autre élément, ce sont les aides régionales, plutôt que nationales en général, qui vont couvrir tous les coûts que je liste ici.
Donc, si vous faites une évaluation sur des projets, si vous voulez faire appel à une agence pour recruter, pour faire des RP, pour faire de la com, même pour faire du design, eh bien, il existe des aides selon les régions. Ce n'est pas toujours les mêmes d'un point à l'autre, qui vont vous cofinancer une partie de l'investissement pour faire tout ça. Donc, ça va baisser vos coûts. Et puis, le dernier point, c'est donc les charges et les impôts. C'est un peu plus simple dans les intitulés, parce qu'il y en a deux essentiellement, c'est JEI et CIR. Le statut jeune entreprise innovante, c'est un statut qu'on obtient par l'administration fiscale, qui est géré par le ministère de la Recherche, et qui permet en gros de réduire ses charges patronales, quand on est entrepreneur, pour les fonctions de R&D d'entreprise. La R&D étant définie de manière assez compliquée par le ministère de la Recherche, avec des articles de loi très compliqués qui disent c'est quoi la recherche expérimentale, le développement de produits, etc. Ce que font toutes les startups qui font appel, et d'ailleurs au Crédit Impôt Recherche et au JEI, c'est qu'elles font du maquillage, on va dire en français. Pourquoi? Parce que le but d'une startup, c'est pas de faire de la recherche. Sinon, quitter la salle. Le but d'une startup, c'est de faire un produit et de vendre. La recherche, par principe, c'est expérimental et on se plante 9 fois sur 10. Donc, quand on veut vendre un produit, certes, on va peut-être se planter parce qu'on ne va pas trouver des clients, mais on fait un produit qui va marcher quand même normalement. Et les technologies logicielles que les uns et les autres, ici, aujourd'hui et demain, vont utiliser, c'est du MySQL, PHP, ça marche. C'est pas un truc expérimental, quoi. Même s'il faut débugger un peu le code quand même. Donc, ce que font les boîtes qui obtiennent le statut JEI ou qui font appel au Crédit Impôt Recherche, c'est qu'au lieu de dire je fais un produit qui fait ça et que je vais vendre, c'est je vais expérimenter le principe qui est dans le produit et voir si ça marche vraiment. C'est juste une question de sémantique en fait. Et il y a des experts sur le marché qui sont des sociétés qui vous piquent d'ailleurs beaucoup d'argent, qui vous piquent jusqu'à 25% de ce que vous rapporte le Crédit Impôt Recherche et qui sont capables de vérifier que ce que vous allez dire est compatible avec la loi et avec les habitudes du fisc qui fait des contrôles fiscaux sur ce sujet. C'est un monde assez particulier quand même. Alors il se trouve que le statut JEI, qui jusqu'à présent était assez large, ça durait 8 ans. Donc pendant 8 ans, on pouvait déduire une grande partie des charges patronales des cadres R&D de start-up jusqu'à une PME. Ça pouvait concerner une boîte de moins de 8 ans. Donc une PME de 100 personnes avec 40 ingénieurs pouvait déduire les charges patronales de 40 ingénieurs. Alors nos élus, dont vous savez qu'ils étaient très soucieux de réduire la dette de l'État, il y a une bonne raison de le faire, eh bien, ont décidé en 2011 de raboter le statut JEI. Dans les faits, on n'a plus le droit de déduire que 130 000 euros, je crois, à peu près, par an de charges sociales, ce qui réduit en gros la voilure à peu près 4 à 7 personnes, selon les salaires qu'on leur verse, au lieu d'avoir un free lunch en termes de nombre de personnes. Et par ailleurs, ça dure que 3 ans, en gros. Enfin, à taux plein, ça dure 3 ans, et après, c'est dégressif. Donc il y a eu un changement assez radical de ce que ça apportait. Et d'ailleurs, il y a un autre élément, c'est qu'ils ont plafonné les salaires qui sont concernés. On n'a pas le droit de payer, enfin, on n'a pas le droit de déduire au-delà de 4 fois le SMIC. Donc si par exemple vous aviez identifié, c'est rare dans les startups, hein, souvent les R&D, c'est on embauche un jeune développeur PHP payé 30 000 euros, 35 000 euros par an, mais c'est rarement 7 fois le SMIC. Mais ça peut arriver, dans des domaines super pointus, de se dire ah, il y a un chercheur chez FTR&D ou je sais pas où, qui est super balèze, bac plus 12 et tout, je veux l'embaucher, merde, mais lui c'est 6 fois le SMIC. Quoi. Donc, ça arrive de temps en temps, c'est pas courant. Bah là, on serait emmerdé, on serait plafonné au niveau de la déduction. Le crédit impôt recherche, c'est un autre machin. Le crédit impôt recherche, c'est une autre disposition fiscale qui couvre toutes les entreprises de toutes les tailles et qui permet de se faire rembourser, en fait, vos investissements en R&D. Donc en gros, vous prenez tous les salaires des gens qui font de la R&D dans votre boîte, plus ou moins expérimental, avec le maquillage même dont je parlais tout à l'heure, et vous pouvez déduire une partie des charges liées à ces personnes, y compris les charges matérielles. Donc c'est OPEX, CAPEX, comme on dit, Operating Expense, c'est-à-dire les salaires, l'électricité, le gaz et tout. Et puis CAPEX, s'il y a de l'équipement, des abonnements à des revenus, etc., équipement de recherche, tout ça peut être déduit en partie, avec des pourcentages variables dans le temps, de votre compte d'exploitation. Donc ça va vous concerner si vous pouvez quand même valider avec les autorités compétentes le fait que vous avez des travaux qui ressemblent vaguement à de la R&D. Parce que vous faites juste un site de commerce électronique pour vendre des vêtements pour enfants, vous avez quand même du mal à expliquer que c'est de la R&D.
Si par contre vous améliorez un procédé technique, parce que vous faites du cloud computing dans je ne sais pas quel domaine, là il y a plus de chances que vous arriviez à faire passer ça sous le statut du CIR comme du GIEU. Donc voilà, j'en ai terminé sur cette partie-là, sur la réduction des charges et des impôts. Vous voyez, bon, c'est pas simple hein, quand on regarde ça de près. C'est pour ça, cette complexité, cette grande diversité des moyens de financement du start-up, elle explique pourquoi il faut vous faire entourer. Elle explique pourquoi il faut aller chez un incubateur. Parce que tout ce que je vous ai raconté, normalement, les gens des incubateurs ou les gens des pépinières, ils connaissent tout ou partie de ce que je viens de vous raconter. Ils savent vous aiguiller. Et il y a même des boîtes spécialisées pour ça. Quand on veut par exemple lever chez des capitaux risqueurs, si on veut éviter de perdre du temps, éviter d'aller emmerder des capitaux risqueurs qui ne s'intéresseront pas de facto d'emblée à votre projet, il est bon de se faire accompagner de ce qu'on appelle un leveur de fonds. C'est une boîte de service, un mec tout seul, une personne toute seule, qui est spécialisée dans la préparation des slides de votre PowerPoint, qui va vous faire pitcher votre projet, qui va ajuster votre discours, qui va ajuster en gros avec tout ce qu'il faut l'ensemble de votre préparation, pour après sélectionner les bons capitaux risqueurs qu'il faut visiter, en fonction du genre de ticket qu'ils investissent, en fonction du domaine où ils investissent, en fonction du niveau de maturité dans lequel ils vont investir dans les boîtes. Certains sont plus en early stage, d'autres moins. Et qui va vous accompagner dans la présentation au capital risqueur. C'est pas lui qui fera les présentations, c'est vous, entrepreneur, mais il sera là. Et puis après la présentation, il va vous donner du feedback. Et puis comme il connaît tout le monde, le capital risqueur, ou même le business angel à qui vous avez fait votre présentation, dit oui, c'est très intéressant, votre projet, très bien. Il ne dit jamais non, le fait de mettre. Et le gars là, qui vous accompagne, lui, son petit secret de fabrique, c'est qu'il peut savoir par la bande ce que le mec pense vraiment. Et si le mec a dit oui, c'est intéressant, revenez quand vous aurez des clients, ça veut dire allez vous faire foutre, quoi, en français. Et il faut traduire en fait. Je l'ai mis dans le guide, hein, j'ai mis le novlangue des capitaux risqueurs et puis la vraie signification. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir l'hypocrisie, c'est comme partout dans le business, hein, il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc les gens n'osent pas dire non. Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a une raison fondamentale pour laquelle les gens n'osent pas dire non. Toutes structures confondues, hein. Business angel, capital risqueur, même les aides publiques. La raison fondamentale, c'est que dans 80% des cas, la raison pour laquelle on vous dit non, c'est parce que votre gueule ne leur plaît pas. La gueule au sens, c'est pas physique, mais c'est parce que c'est vous en tant que personne qui n'allez pas. Parce que vous n'êtes peut-être pas, votre CV n'est pas assez bien foutu, parce que vous n'avez pas la tronche d'un entrepreneur qui en veut, parce que vous n'arrivez pas à pitcher correctement votre idée, vous n'êtes pas assez selling, comme on dit en américain, vous n'êtes pas assez vendeur. Donc, le mec qui est en face de vous, il dit, ce mec-là, il va se planter. Le problème, c'est que c'est dur à dire, quoi. Tu arrives, le mec qui a fait sa présentation, ça fait un an qu'il passe, il fait ça et tout, et tu vas lui dire, mec, t'es pas bon, quoi. Va jouer au billes. Donc, on ne sait pas faire ça dans la culture française, en tout cas en général. Et donc, les gens ne vous le disent pas, ou ils ne le disent pas directement. Ils vont le dire à la belle-mère, qui va le dire à un autre mec, et puis après, vous allez savoir comme ça. Donc, la mauvaise nouvelle, elle arrive rarement directement. Parfois, elle arrive par des voies détournées. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des grandes oreilles et un bon sens et un sixième sens pour sentir un petit peu ce que les gens perçoivent de vous. Et c'est pour ça que le pitch est important. Et ici, c'est un exercice que vous allez faire. La qualité du pitch est importante. L'assurance que vous avez, la connaissance de votre marché, une espèce de mélange d'humilité et d'assertivité et de volonté, hein, c'est un équilibre assez délicat, fait que on a l'impression que vous avez la tête sur les épaules sur le reste, et les pieds par terre, et vous rêvez quand même un petit peu. Donc la métaphore, c'est la tête dans les nuages, les pieds sur terre et les mains dans le cambouis. C'est la métaphore pour être un bon entrepreneur, dans la perception que vous allez générer. Donc c'est ça qui fait que vous allez réussir dans votre présentation. Et sachez que si vous ne le faites pas, enfin ça se voit, hein. Si vous êtes 3 à présenter, j'espère qu'il y en a au moins qui dit « Bon là, t'as bredouillé, là c'était pas bon. » Quand vous n'y allez pas tout seul, en général, il y a une espèce de tolérance de panne, hein, comme en informatique, il y a au moins un qui peut dire à l'autre « ça va pas ». D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas y aller tout seul. Règle numéro 1, règle numéro 2, règle numéro 3, ne jamais partir tout seul quand vous faites une boîte. Sinon, vous faites une URL. Si vous voulez créer une entreprise, n'y allez jamais tout seul. Et vous savez pourquoi? C'est pas simplement pour l'histoire du pitch et tout à l'heure. C'est que quand on part tout seul, déjà, ça veut dire qu'on a peut-être un petit problème sur l'esprit d'équipe. Certains regardent qu'on fait une boîte avec l'esprit d'équipe. Bon. Le deuxième truc, c'est que l'investisseur que vous allez voir, avec votre super idée, géniale et tout, changer le monde avec mon idée et tout, et on vous dit, et l'équipe elle est où? Bah, je suis tout seul, ouais. Bah, le premier truc que ça montre, c'est que vous n'avez pas pu vendre votre idée à quelqu'un d'autre.
Alors non, vous avez déjà signé France Télécom et SFR comme client si vous êtes dans les télécoms, mais c'est rare ça. Donc si vous avez juste l'idée, vous êtes tout seul, et vous allez voir un investisseur, normalement, s'il est normalement constitué, s'il a un peu de bagou et qu'il connaît le métier, il va vous dire, trouvez des associés. Trouvez des associés. Il ne faut jamais partir seul. L'autre raison pour laquelle il ne faut pas partir seul, c'est que créer une entreprise, c'est compliqué, il faut être au four au moulin, il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que la segmentation technique, non technique des tâches dans la boîte, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'aspect aller chez les clients et puis livrer nos produits. Et bien, rien que pour toutes ces raisons-là, il faut être plusieurs associés quand on crée une entreprise. Alors il faut s'entendre, il faut se connaître, etc. Mais c'est un autre sujet. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Alors j'ai un cadeau pour vous, que j'ai fait dans le train, en venant ici. Il se trouve que je vous disais tout à l'heure, le guide entrepreneur, je le mets à jour tous les 6 mois. La mise à jour, c'est un processus qui est assez long, où je récupère des infos dans tous les sens, je lis les lois de finances, je récupère des PowerPoint de cabinets d'avocats qui expliquent tout ce qui change dans les lois de finances, je récupère des contributions de droite et de gauche, et donc je mets à jour le doc. Il se trouve que le doc en question, j'ai prévu de le sortir à la fin du mois. Eh bien, je vous offre la bêta. De toute façon, c'est gratuit dans les deux cas, mais je vous propose la bêta, donc à l'URL qui est là. On corrige. Hein? On corrige. Vous pouvez m'envoyer correction, suggestion, la totale, faute d'orthographe éventuellement, il y en a, même là il y en a. Et surtout, vous serez les premiers à bénéficier de la prochaine mouture du guide, qui notamment est à jour du point de vue de la loi de finances, qui a changé tellement de choses que mon guide de septembre il est un peu has-been, à cause de ça. Donc voilà. Je reste avec vous jusqu'à dimanche soir.